Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première période de la guerre. La guerre des rebelles. La première période couvre les 6 premiers mois de la guerre. Elle va de juillet à décembre 1999. Si les affrontements armés ont été officiellement ouverts le 2 août 1999, la guerre a été effectivement enclenchée le 13 juillet 1998 quand le président Laurent-Désiré Kabila a promulgué le décret destituant le chef d'état-major, Mr. James Kabarebe. Au cours de cette première période, le groupe Justice et Libération a publié 3 documents portant respectivement comme titre « La guerre du Congo à Kisangani et les violations des droits de l'homme ». Du 2 août au 17 septembre, les conséquences politiques et socio-économiques de la guerre du Congo à Kisangani, et la guerre du Congo à Kisangani et les droits des peuples. Pendant les 6 premiers mois de la guerre, les affrontements sont essentiellement présentés comme ceux d'une rébellion qui s'en prend au pouvoir central de Kinshasa. Unifié au départ sous l'appellation RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, le mouvement rebelle va vite se démembrer en RCD et MLC, Mouvement de libération du Congo. Un autre démembrement va se manifester au sein du RCD, entre RCD appelé Goma et RCD Kisangani qui prendra plus tard le nom de RCDML, Mouvement de libération. Ce dernier connaîtra son tour de division interne dont une branche à Butembo et une autre à Bunia, en Ituri. En Ituri plus particulièrement, plusieurs factions armées ont vu le jour dans un contexte de guerre interethnique, mais chacune a des connexions avec l'un ou l'autre grand mouvement rebelle et bénéficie du soutien de l'un des parrains communs. Citons notamment l'UPC, Union des Patriotes Congolais, le FNI, Front Nationaliste et Intégrationniste, les FAPC, Forces Armées du Peuple Congolais, le FPDC, Force Populaire pour la Démocratie au Congo, et le PUSIC, Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo. Beaucoup plus tard naîtra aussi le RCD national de Roger Lumbala, qui a régné sur 4 villages de Bafouassende avant de sous-traiter par le MLC quelques portions de terre à Iziro et dans le district du Haut-Ouélé. Le RCD originel, attribué aux partisans de Mr. Ondekane qui n'en a pourtant jamais assumé la paternité, n'aura été que l'ombre de lui-même. Dans tous les cas de figure, la maison mère reste la FDL dont étaient membres la plupart des animateurs des nouveaux groupes en dissidence. La FDL, dont la formation est intervenue en cours de route, après que la première guerre eut commencé, a été certainement bâtie sur des bases fragiles et floues. Ce sont les dissensions au sein de la FDL qui ont plongé le pays dans une nouvelle guerre. Curieusement, la FDL, devenue gouvernement central de Kinshasa contre lequel se battent plusieurs mouvements rebelles, se battant en même temps entre eux, a donné l'impression de n'en avoir pas encore fini avec le langage et les méthodes de maquisard. Premier document. La guerre du Congo à Kisangani et les violations des droits de l'homme. Du 2 août au 17 septembre. Le premier document du groupe Justice et Libération, signé le 18 septembre 1998, a pour titre « La guerre du Congo à Kisangani et les violations des droits de l'homme ». Du 2 août au 17 septembre. Ce document porte sur les 45 premiers jours de la guerre tels que vécus à Kisangani et parcourt un ensemble de droits de l'homme violés par les belligérants. Le danger de la partition du pays en est l'élément dominant. Ce document a été signé par François Zoka, Pierre Kibaka, Justine Pabu, Françoise Marchand, Jean-Pierre Badidaïk et endossé par Clément Citeya qui en a assumé le toilettage et la diffusion. Introduction. La République démocratique du Congo connaît des affrontements armés depuis le début du mois d'août. À travers les lignes qui suivent, le groupe Justice et Libération examine les 45 premiers jours de cette situation de guerre dans la ville de Kisangani où il a son siège. Après avoir situé dans le temps ce qui nous paraît être la cause de ces affrontements, nous nous proposerons d'abord de décrire brièvement les faits tels que vécus à Kisangani du 2 août au 17 septembre, et ensuite de relever quelques cas de violation des droits de l'homme enregistrés pendant cette période. Nous terminerons par notre appréciation des enjeux directs et indirects des hostilités. Cette appréciation en appellera évidemment à quelques recommandations pour le retour de la paix et de la convivialité entre communautés dans la région des Grands Lacs.
1. GENESE. 19 mois après la guerre dite de libération ou guerre de la FDL, la République démocratique du Congo est de nouveau plongée dans une guerre du RCD, partie encore une fois de la région nerveuse du Kivu. L'objectif affiché est de chasser la dictature naissante de Laurent-Désiré Kabila. Les hostilités qui ont commencé le 2 août 1998 ont comme source apparente le renvoi des soldats rwandais dans leur pays. En effet, le 13 juillet, la présidence de la République démocratique du Congo a rendu public le décret-loi nommant Célestin Kaifwa, chef d'état-major général des forces armées congolaises, FAC en sigle. James Kabarebe, qui exerçait jusque-là ses fonctions, est nommé conseiller spécial militaire du président de la République. L'on se rappellera que le 1er juillet, Dan Sanson, ambassadeur des USA en rez-de-chaussée, rentré à New York, avait déclaré au Centre des études stratégiques et internationales que c'est toujours un Rwandais qui est à la tête des forces armées congolaises. Ce décret fut suivi de la mesure gouvernementale de rapatrier les soldats rwandais, anciens alliés du régime en place. 2. Les faits. Les événements qui ont marqué ces 45 jours peuvent être répartis en deux périodes. Avant et après la prise de la ville, le 23 août, par les forces rebelles. Toutefois, nous donnerons aussi un aperçu global sur les deux périodes. 1. Avant l'entrée des rebelles. À Kisangani, la mesure de rapatriement des soldats rwandais connut un début d'exécution le vendredi 31 juillet 1998 et le samedi 1er août 1998. Une partie des soldats rwandophones, d'origine Tutsi, est conduite à l'aéroport de Bangboka pour être acheminée à Kigali, à bord d'un avion de la compagnie Blue Airlines affrété par le gouvernement. Ces soldats trouvent à l'aéroport les éléments ex-phase, avec leurs familles, attendant d'être évacués sur Kamina. Ces derniers ne sont pas armés. Les soldats rwandophones devant regagner Kigali refusent d'embarquer. Ils exigent des indemnités compensatoires pour les loyaux services rendus à la rez-de-chaussée. L'avion retourne à Goma sans eux. Le dimanche 2 août 1998, rien de spécial n'est signalé. Le lundi 3 août 1998, on apprend à Kisangani, via les médias étrangers, que le commandant James Kabarebe a réquisitionné 3 avions stationnés à Goma pour mener l'expédition qui devait aboutir à la prise de la base militaire de Kitona. Radio France Internationale annonce le même jour la fuite de Bizimana Karaha, ministre des Affaires étrangères de la rez-de-chaussée, et la présence à Bruxelles de Deogracia Bujera, ministre d'État à la présidence de la République. La journée du lundi 3 août 1998 est calme dans le centre-ville de Kisangani, tandis que l'après-midi, des coups de feu épisodiques sont entendus à l'aéroport de Bangboka. Dans la nuit du lundi au mardi, l'aéroport de Bangboka est le théâtre d'une fusillade nourrie. Les soldats rwandophones restés au centre urbain assiègent le camp Ketel et se procurent des armes pour commencer le siège de la ville avec la complicité des éléments de la police militaire, PM en sigle. Ils rencontrent une résistance des forces loyalistes et des ex-phases précipitamment réarmés pour la circonstance. Les loyalistes contrôlent l'aéroport et empêchent l'atterrissage d'un avion qui amenait des renforts aux insurgés. Le mardi 4 août 1998, Kisangani vibre des tirs à l'arme automatique et au canon. Entre-temps, des perquisitions sont faites dans les maisons des rwandophones Tutsis civils et militaires. Par la même occasion, sont arrêtés les Congolais soupçonnés d'être en intelligence avec les insurgés. Le mercredi 5 août 1998, les loyalistes, avec l'appui des troupes venues en renfort de Kinshasa, contrôlent toute la ville et l'aéroport. Les insurgés évacuent Kisangani par la route Ituri et la route Lubutu. Le couvre-feu est instauré de 18h à 6h du matin. Le jeudi 6 août 1998, les FAC réquisitionnent des véhicules et font appel à la Croix-Rouge pour évacuer les victimes, civiles et militaires, des affrontements. Les morts sont enterrés dans des fosses communes au bout de la piste d'atterrissage à l'aéroport de Bangboka et derrière la morgue de l'hôpital général. Certains ressortissants rwandophones et des présumés complices congolais sont placés sous la protection de la police d'intervention rapide, PIR, qui a tenu à les soustraire à la vindicte populaire et à la méchanceté des inciviques isolés, militaires ou civils.
Ils ont néanmoins été bien traités, sur ordre du commandant de la police. Vendredi, samedi, dimanche, c'est l'accalmie des armes mais la tension persiste. Le lundi 10 août 1998, une marche de colère est organisée contre les ennemis de la République et pour soutenir le chef de l'État. Au moins 10 000 personnes descendent dans les rues de Kisangani scandant des slogans hostiles aux Rwandais, à Arthur Zaidi Ngoma et ses alliés, considérés comme des traîtres à la solde des Rwandais. Les manifestants portent toutes sortes d'armes blanches et sont encadrés par les éléments des FARC. Aucun débordement n'est enregistré. Le même jour, les ex-FAS reçoivent tenues, armes et munitions et une solde ou prime de guerre. Des armes sont également distribuées aux Maï-Maï du site H et du centre CTT. Mardi 11 août 1998 débute l'enrôlement des volontaires et des exercices d'entraînement à l'endurance physique. Les forces gouvernementales, régulièrement ravitaillées par Kinshasa, se réorganisent. Elles patrouillent dans la ville et ses environs, jour et nuit, pour rassurer les populations avec qui elles collaborent généralement bien. Comparativement à la veille de la guerre de la FDL, la population est moins terrorisée et compose avec l'armée. L'interpellation des Tutsis et Congolais traîtres se poursuit en même temps que s'installe un calme précaire, jusqu'au vendredi 21 août 1998. 2. Entrée des forces rebelles. Les journées du vendredi 21 et du samedi 22 août sont particulièrement agitées. Des rumeurs font état de l'entrée imminente des rebelles prévue pour la nuit du vendredi au samedi. La panique gagne toute la ville, une panique propagée par les militaires revenus du front sur l'axe Lubutu, où des combats violents auraient eu lieu au point kilométrique 47 toute la journée du vendredi. Les premiers éléments des forces rebelles entrent en ville, dans la nuit du samedi. Les éléments des forces gouvernementales décrochent sans grande résistance. Certains s'habillent tout simplement en civil, d'autres préfèrent déguerpir en empruntant les axes Yangambi et Buta. Des coups de feu sont entendus toute la nuit. Le matin du dimanche 23 août, un communiqué radiodiffusé, signé par le commandant Bernard Biamungu des forces rebelles, annonce la prise de la ville et la levée du couvre-feu. La population est invitée à garder le calme et à restituer les armes de guerre qu'elle détiendrait. Quant aux militaires et policiers, ils doivent répondre à un pointage organisé à l'état-major. Des prisonniers détenus au cachot de l'ANR et de l'état-major sont libérés. Du dimanche au lundi, les rebelles sillonnent la ville en triomphateurs, réquisitionnent des véhicules et des motos. Certains ne parlent qu'anglais, d'autres le Kinyarwanda ou un Swahili inhabituel, d'autres enfin le Lingala et le français. On dirait trois composantes dans ce mouvement armé, ougandaise, rwandaise et congolaise. La population ne s'y reconnaît pas, se sentant envahie et dominée, elle renacle. Le mercredi 26 août, des militaires tentent de dévaliser les paroisses de Saint-Joseph, Chopo et Christ-Roi, Mangobo. Au son des cloches des églises, la population sort armée et les jeunes gens affrontent les militaires. Ces affrontements s'étendent à la commune de Kabondo et à une partie de la Makiso, aéroport militaire, et se prolongent jusqu'à la mi-journée du jeudi. Bilan, 15 tués dont 6 militaires et 9 civils. Les soldats rwandophones sont progressivement remplacés par des éléments congolais qui patrouillent dans la ville et essaient de ramener le calme. Un calme précaire règne jusqu'au mardi 1er septembre. La méfiance grandit dans la population en même temps que la crainte des représailles. Plusieurs familles déménagent. Du 1er au 10 septembre, la rébellion renforce lourdement sa présence militaire en hommes et en matériel. Des chars de combat sillonnent quelquefois la ville en pleine journée, avant d'aller stationner à des postes névralgiques. Entre-temps, les activités commerciales et administratives sont paralysées. Les gens restent chez eux. Les autorités civiles sont introuvables depuis la nuit du samedi 22. Les denrées coûtent extrêmement cher, le dollar monte. La spéculation s'installe, c'est la confusion et l'anarchie, malgré les appels de la délégation politique venue de Goma pour engager des pourparlers. D'autre part, c'est la course au pouvoir. Plusieurs personnes au profil obscur postulent au poste vacant, principalement celui de gouverneur. Certains prétendants politiques, connus pour leur vénalité, courtisent le nouveau pouvoir dans des émissions radio-télévisées. Les accusations qu'ils portent à l'endroit des anciennes autorités politico-administratives frisent parfois un appel à la haine et à la vengeance.
Tout cela se passe dans un climat d'insécurité généralisée imputable aux soldats rebelles, aux FAC et ex-FAS, aux Maï-Maï, aux anciens policiers et aux bandes de civils armés. Malgré les efforts notables de la hiérarchie militaire du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, pour assurer la sécurité des personnes et des biens et ainsi gagner la confiance de la population, la situation reste confuse jusqu'à ce jour. Kisangani regorge d'éléments incontrôlés, les patrouilles se multiplient, beaucoup d'inciviques sont mis aux arrêts. 3. Aperçu global. De façon générale, la panique pèse sur la ville depuis que les affrontements ont commencé. Plus que la panique, c'est le désordre. Rien ne marche normalement. Les gens se réveillent sans daigner prévoir la fin de la journée, ils se rendorment quand ils peuvent, sans être sûrs de revoir le jour. Des coups de feu, entendus à longueur de journée et de nuit les 3 premières semaines, sont devenus sporadiques depuis le 23 août. Aussi, devons-nous dire que l'on ne sait pas toujours très bien qui tire et contre qui, surtout la nuit. Peu de gens sont rassurés sur la rectitude des intentions des rebelles. Les autorités administratives sont méfiantes, elles ne se manifestent pas. Quelques gestionnaires et administratifs ont repris, timidement, le travail. Ils s'interrogent toutefois sur leur sort au cas où les forces gouvernementales reprendraient la ville. En plus, les signes de sinistre sont déjà perceptibles suite à la paralysie des activités. Parce que les gens ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Comme ils ne produisent pas, ils ne peuvent être payés. Comme ils ne sont pas payés, leur pouvoir d'achat reste nul. Comment survivre ? D'autre part, travailler normalement dans une ville contrôlée par le RCD ne risque-t-il pas de faire croire à une adhésion politique, ou tout au moins à un soutien ? Cercle vicieux. Que faire alors ? Personne ne sait. La population fait difficilement la part des choses entre un soutien politique, un travail d'administration et la chance de survie devant un pouvoir de fait. Sur le terrain, la population ne sait pas à qui s'adresser en cas de problème. Les insurgés multiplient les rencontres, sans beaucoup de succès, avec les opérateurs économiques pour les convaincre de relancer les activités. Entre-temps, les communications, nationales et internationales, sont interdites. Sans téléphone ni appareil de phonie, sans trafic aérien ni fluvial, Kisangani est coupé du reste du pays et du monde. Tout cela donne libre cours à la radio-trottoir, aux fausses nouvelles, à l'intoxication, à la panique, au désordre, à l'anarchie. Sur le plan des activités des associations des droits de l'homme, personne n'a été directement inquiété ni par les forces gouvernementales ni par les forces insurgées, du moins jusqu'à ce jour. Ce qui n'est pas nécessairement un pari gagné, car pendant toute cette période tumultueuse, la stratégie est à la prudence et à l'observation. Cependant, plusieurs programmes d'éducation civique et de développement sont perturbés, voire suspendus tant que les intentions des insurgés en ces matières ne sont pas encore clairement définies. Cela est dû aussi à l'insécurité, aux difficultés de communication, de circulation et de ravitaillement. Et de la façon dont les choses se présentent, cette confusion peut perdurer. Cette situation confuse inspire une crainte éprouvée par toute la population, le danger de la partition du pays. Notre pays doit rester un et unifié, disent les gens. 3. Cas de violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont été massivement violés pendant cette période. Les auteurs en sont les forces gouvernementales, les forces rebelles, la population, les autorités civiles. Nous regroupons les cas de violation en 8 catégories. Atteinte à la vie, torture, arrestation, atteinte aux droits des enfants, atteinte au droit à la santé, atteinte aux droits sociaux et économiques, atteinte à la sécurité et atteinte à la propriété. 1. Atteinte à la vie. Nous reprenons sous cette rubrique les exécutions sommaires, les disparitions et l'incitation à la haine interethnique. 1. Exécution sommaire et disparition. Dans son article 6 alinéa 1, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976 stipule « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Plusieurs témoignages font état d'exécutions sommaires commises tout autant par les forces gouvernementales que par les forces rebelles. Nous ne pouvons pas pour le moment garantir leur véracité. Toutefois,
Nous utiliserons le terme exécution sommaire pour des cas attestés par des témoignages oculaires, tandis que le terme disparition couvrira les autres cas. A. Exécution sommaire. 1. Monsieur Proté Ndayitwako, étudiant finaliste à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIKIS, d'origine tutsi burundaise, est abattu froidement par les militaires loyalistes à son domicile au quartier Kilima Yabaindi, le 5-8-1998. 2. Le révérend pasteur de l'église néo-apostolique de Bangboka, habitant dans la périphérie de l'aéroport Bangboka, est tué non loin de son domicile par des militaires non identifiés, le mercredi 5 août 1998. 3. Monsieur Crispin Mbombo MUJANI, inspecteur à l'OCPT, domicilié sur l'avenue des Érables numéro 15, est assassiné chez lui le 6-8-98 à 19h par un militaire rwandais. La victime avait, quelques heures avant sa mort, signalé la présence de militaires rwandais cachés dans une maison voisine. 4. Au camp Ketel, 2 militaires insurgés arrêtés ont été froidement abattus par des éléments des forces gouvernementales le 6-8-98. 5. À Isangi, 2 militaires rwandais sont exécutés le 7-8-98 par les forces gouvernementales venues de Kinshasa. 6. Monsieur Faustin Ibanda, congolais de Souchema, proche de Tutsi et agent à la compagnie d'aviation Sun Air, est tué le 8-8-98 de plusieurs balles par les forces gouvernementales. Son corps est balancé du haut du 2e niveau, de l'immeuble Marsavco, ex-SEDEC, où il habitait au numéro 3. 7. Le directeur de l'école primaire de Kolé et son fils, d'origine Emma, sont tués le 28-98 par la population qui les a pris pour des Tutsis. Kolé est à plus de 180 km de Kisangani, sur la route Buta. 8. Un civil congolais a été tué le samedi 22 août 1998 à 20h par des soldats gouvernementaux en faction au pont de la Chopo. 9. 2 soldats congolais du RCD sont tués par la population le mercredi 26 août 1998, suite à leur tentative de dévaliser la paroisse Christ-Roi, Mangobo. 10. À Kabondo, au moins 10 personnes, dont 4 militaires, ont été tuées le mercredi 26 août 1998 à la suite d'affrontements entre la population et les militaires. Les militaires ont été tués par la population. Un groupe de militaires rwandais a abattu 6 civils entre la 14e bis et la 16e avenue. 11. À La Chopo, 2 civils, dont un infirmier, ont été abattus à la suite d'affrontements entre la population et les militaires le mercredi 26 août 1998. L'infirmier travaillait au centre de santé CNCA, sur la 19e avenue dans la même commune. 12. À Mangobo, 2 jeunes gens sont abattus à bout portant par des militaires du RCD le jeudi 27 août dans le quartier Wagenia. 13. Entre le 6 et 15-8-1998, des exécutions sommaires des Congolais militaires de la police militaire PM, soupçonnés d'intelligence avec les insurgés, ont eu lieu à Simi-Simi et à l'aéroport de Bangboka. 14. Une rumeur assez répandue a fait état d'exécutions sommaires à Bangboka et à Simi-Simi par les forces gouvernementales. La plupart des victimes seraient des personnes civiles, que l'on habillait intentionnellement en militaires avant de les exécuter. B. Disparition. Ces disparitions sont consécutives à l'arrestation par les forces gouvernementales de ressortissants rwandais et congolais considérés comme des complices des forces insurgées. Les personnes ci-dessous citées n'ont pas été retrouvées après la prise de Kisangani. Mr Jean-Marie Lizazi, commandant de la 25e brigade accusé de trahison, a été vu pour la dernière fois le 8-8-98 à l'aéroport militaire peu avant d'être embarqué sous escorte pour Kinshasa. Mr Jean CHIHASHA, habitant bloc Agetraf, AV. Map Sabiti numéro 5. Il est d'origine Mouchi, province du Sud Kivu, marié à une rwandophone. Mr Francis CHIHASHA, âgé de 18 ans, qui a tenu à accompagner son père Jean CHIHASHA lors de son arrestation. Il vivait avec ses parents. Mr KATABIRORA, appelé Katablos, rwandophone, chef d'agence de la compagnie d'aviation Sun Air, habitant avenue des Chênes, numéro 20,
résidence de M. MOZAGBA, commune de Makiso. Mr SENGISIBOBANA, rwandophone, domicilié sur l'avenue Moulamba, immeuble CAFCO. Il fut trésorier de l'AFDL et chargé des relations avec les ONG à Kisangani. Mr François BUCHANA, agent de la compagnie Sonair, habitant sur la 3e avenue, commune de Kabondo. Mr Guy RONGO, agent à l'ANR, résident au numéro 427 de l'hôtel Congo Palace. Mr Vianney BIGEGA, agent à la SNEL, arrêté chez lui, au quartier Régie des Eaux, commune Mangobo. Mr Sandé, trafiquant de diamants, avenue Lac Mouero, numéro 4, commune Makiso. Mr Morse MUHIRE, étudiant en premier graduat, à l'IFA. Mr Bedel, étudiant en deuxième médecine, à l'UNIKIS. Mr Jean-Baptiste KANYAMUZANI, étudiant finaliste à l'ISC Soir. Mr ELMASE, finaliste à l'UNIKIS, résident à l'hôtel Congo Palace. Mr Patrick NDAYAMBAJE, 13e avenue bis, numéro 9, commune Kabondo. Mr SEBERAWANGU, 5e avenue bis, numéro 76, commune de Kabondo. Mr Norbert GASANA, habitant le plateau médical. Mr MIDUGUDU Kalinda, avenue du Bassin, 2e parcelle à gauche, sans numéro, plateau médical. Mr RWAKABUBA, boulevard Mobutu numéro 41, commune Makiso. Mr Fidel RUGABO, avenue Sergent Ilunga, vers le cercle grec, dans l'ancienne villa du colonel Opango. Mr HEMEDI, agent de l'OFIDA arrêté chez lui à la Chopo sur la 5e avenue bis, numéro 17. 1.2. Incitation à la xénophobie et de la haine ethnique. La xénophobie et la haine ethnique font partie de ce que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965 entend par discrimination raciale. D'après cette convention, l'expression discrimination raciale vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social et culturels ou dans tout autre domaine de la vie publique. Les États, dont la rez-de-chaussée, qui ont ratifié cette convention se sont engagés au terme de l'article 2, alinéa 1b, à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque. Des déclarations du gouvernement central contre l'envahisseur rwandais et ses commanditaires ont été largement diffusées et abondamment commentées par les instances officielles tant dans la capitale qu'en province. Sur la base de ces déclarations, la population a développé des sentiments de révolte et d'animosité contre certains pays, voire de haine contre le peuple Tutsi. 1. Les femmes et les enfants rwandophones sont ainsi restés emmurés chez eux, sans possibilité de se procurer à manger. N'eût été l'aide de certains voisins, on aurait enregistré des cas de décès par inanition. 2. La marche de colère et de soutien au chef de l'État organisée le 10 1998 à Kisangani a ravivé la haine contre les Rwandais. Un des slogans était « Laissez passer le serpent mais tuez le Rwandais ». 3. Enrôlement des ressortissants Hutus et réarmement des Maï-Maï pour exploiter leur haine viscérale contre les Tutsis. 4. Après la prise de Kisangani, M. Wailes Ombo Bolene, professeur d'université et ancien mobutiste, usant d'opportunisme, distille à travers des émissions à la radio, des propos ségrégationnistes contre M. Kabila et ses représentants en province. C'est presque un appel à la haine contre les Katangais et les autorités qui avaient fui la ville de Kisangani avant l'arrivée des insurgés. Ce discours, rediffusé plusieurs fois, a éloigné toute chance de voir les autorités en fuite sortir de leur cache où elles vivent dans des conditions précaires. 5. Le message politique diffusé à la radio par les forces insurgées critiquant le népotisme du président Kabila a créé une psychose ami-katangaise. Par conséquent, plusieurs Katangais sont restés emmurés, sans provisions,
craignant pour leur vie. 2. Torture, traitement dégradant et inhumain. L'article 2 de la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1989 stipule que 1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. 3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Or, pendant ces 45 premiers jours d'affrontement, plusieurs plaintes de torture ou traitements cruels ont été rapportées, dont ci-dessous quelques cas. Mr Jean-Marie Lizazi, commandant de la 25e brigade, accusé de haute trahison, arrêté le 6-8-98 par les forces gouvernementales, frappé et blessé à coups de poignard et traîné à l'aéroport des Vêtus. Maître Dieudonné NGWASHI, directeur provincial adjoint de la DGM, détenu à la pire et au chaos de l'état-major, accusé d'être en intelligence avec le RCD. Il fut régulièrement torturé et échappa à la mort grâce à un kadogo de son village qui, soudain, le reconnut. Mr André RWABIHAMA, dentiste à la Polyclinique d'État, a reçu des coups de fouet dans des intervalles de temps réguliers au cours de sa détention à la police d'intervention rapide, PIR. 3. Arrestation arbitraire. Selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 9, alinéa 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Soupçonnées d'intelligence avec les forces insurgées, les personnes ci-après ont été arrêtées sans respect de la procédure en la matière. Elles sont pour la plupart d'expression Kinyarwanda, ou simplement ressortissants des provinces du Sud et Nord Kivu. Ceux qui ont été détenus à l'état-major ont souffert de traumatismes suite aux crépitements intensifs des balles à cet endroit qui fut un des grands terrains d'affrontement entre les forces gouvernementales et les insurgés. Maître Dieudonné NGWASHI, directeur provincial adjoint de la DGM, détenu à la page hier et au chaos de l'état-major, accusé d'être en intelligence avec le RCD. Mr Jean NGARAMBE, habitant la 13e avenue numéro 9, commune Kabondo, détenu au cachot Simi puis au cachot de l'état-major. Mr Venant Matata KALIWABO, chambre numéro 36, hôtel Zongia, détenu à Simi puis au cachot de l'état-major. Mr DOSHIMIMANA, arrêté à son domicile dans la commune de la Makiso, avenue Sergent Ilunga, ex-villa du colonel Opango. Mr Fidel KANUNA, agent à la compagnie Sonner, habitant 12e bis numéro 7, commune Kabondo, arrêté parce que de morphologie Tutsi. Il a été détenu au cachot de Simi. Mr André RWABIMANA, dentiste à la Polyclinique d'État, détenu à la page hier, avant d'être acheminé à l'ANR. Mr KULIMUSHI, chargé de finances de la police, suspecté d'être en intelligence avec la rébellion. Mr Michel ZAGABE, d'origine Mouchi, cadre de la FDL Banalia. Il fut séquestré pendant 6 heures par la population en pleine forêt, à 3 heures de marche à pied de Banalia, récupéré de justesse par la police de Banalia venue à son secours. Il a été acheminé à Kisangani, conduit à la police communale de Mangobo, puis à l'inspection de la police et enfin détenu à l'ANR. Mr KARANGWESEMPINGA, arrêté par la police, habitant boulevard Mobutu numéro 41, commune de Makiso. Madame KAYITESISESSONGA et ses 2 enfants habitant 7e bis numéro 16, commune de Chopo, incarcérés au chaos de l'état-major. Madame MUKADONATSHIM, veuve de Monsieur Chimanga, surnommé TSHIM Marley, habitant l'avenue Maman Mobutu numéro 3, commune Makiso.
Elle est d'origine rwandaise et s'est régulièrement naturalisée congolaise. Elle fut détenue au cachot de l'état-major, avec ses 4 enfants. Madame RushukuriMORORENKWERE, habitant le quartier Sayo numéro 9, commune Makiso, incarcérée avec ses 5 enfants au chaos de l'état-major. Madame KABERA, habitant la 5e bis numéro 76, commune de Kabondo, détenue au cachot de l'état-major. MUNKATELESEBZERA, MUNDEKERESEBZERA, MUKAMUNANDASEBZERE, FURAHASEBZERA et SKUMBUMBASEBZERA, habitant tous sur la 5e bis numéro 76 à Kabondo, ont été détenus au cachot de l'état-major. Madame MUKAGASANA, habitant boulevard Mobutu numéro 41, commune de Makiso, détenue au cachot de l'état-major. Mr NANZIMUKAGASANA, boulevard Mobutu numéro 41, commune Makiso, détenue au cachot de l'état-major. Madame Brigitte KAYISALA, habitant 7e bis numéro 76, commune Kabondo, détenue au cachot Simi-Simi. Madame SEOZ Omami, résident au plateau Boyoma numéro 2, commune Makiso, détenue au cachot Simi-Simi. Mr Gilbert Songa, cadre à la FORESTIERE, initialement mis sous la protection à la police d'intervention rapide, s'est retrouvé détenu et transféré au cachot de l'ANR. 4. Atteinte aux droits des enfants. Les différents instruments juridiques internationaux tels que la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les Conventions de Genève et les statuts du Tribunal militaire international de Nuremberg interdisent l'enrôlement des enfants. Et plus particulièrement, la Convention sur les droits de l'enfant recommande, dans son article 38, alinéa 4, la protection des enfants en cas de conflit armé. Or, 1. Les forces loyalistes ont enrôlé, à coups de propagande anti-rwandaise et de promesses d'une forte solde, beaucoup de jeunes parmi lesquels des enfants de moins de 15 ans. 2. Elles ont aussi distribué des armes sans contrôle aux Maï-Maï, pourtant internés pour des raisons de maladie ou de rééducation. Cette distribution anarchique a contribué au foisonnement d'armes de guerre dans la population civile. 3. Les forces insurgées ont gardé dans leur rang des enfants de moins de 15 ans. 4. Les enfants en bas âge ont été traumatisés par les détonations d'armes lourdes et automatiques. 5. Privation des soins de santé. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966, prescrit aux États parties, dans son article 12, alinéa 2, d'améliorer tous les aspects de l'hygiène du milieu, de traiter les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, et d'assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. Certains de ces droits n'ont pas été assurés pendant cette période de guerre. 1. À la suite de l'insécurité toujours grandissante et ravivée par les ragots de tous bords, le personnel soignant a, dès le soir du mardi 3 août 1998, demandé aux malades, dont les femmes à terme, de rentrer chez eux. Ainsi, les hôpitaux à grande capacité d'accueil comme l'hôpital général et les cliniques universitaires ont dû fermer. 2. Les personnes emprisonnées ou gardées pour des raisons de sécurité ont été privées de soins de santé. 3. Le coût élevé des soins de santé et la cherté des produits pharmaceutiques ont fait qu'une population déjà démunie ne puisse plus accéder à des soins même primaires. 4. La Croix-Rouge locale a abattu un travail de titan pour ramasser et enterrer les morts et conduire les blessés vers des postes de santé. Cependant, elle a travaillé sans matériel adéquat, ni moyen de protection personnelle contre des éventuelles contaminations. 5. La putréfaction de certains corps, victimes des affrontements, dont l'inhumation a été tardive dans une province à climat chaud, a exposé la population à des risques d'épidémie. 6. Atteinte aux droits sociaux et économiques. À cause de la situation de guerre, des droits socio-économiques auxquels les États parties avaient souscrit dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment en son article 13, n'ont pas été respectés. 1.
Perturbation du calendrier académique. Les instituts supérieurs, qui étaient à 2 semaines de la fin de l'année, ont interrompu les enseignements. C'est le cas de l'Institut supérieur de commerce, ISC, de l'Institut supérieur pédagogique, ISP, de l'Institut supérieur de technique médicale, ISTM. 2. Les forces insurgées ont occupé les locaux des écoles et utilisé les bancs comme bois de chauffage. De telles occupations ont été enregistrées à l'Institut Lisanga et à l'école primaire Malkiawa Mashahidi, rive droite, dans la commune de Lachopo. 3. La paralysie des activités économiques dans la ville et la flambée du cours du dollar ont davantage marginalisé la population. Monnaie de référence pour les transactions, le dollar est passé de 150 000 NZ à 250 000 NZ ou encore de 1,5 FC à 2,5 FC. Les prix des produits de première nécessité ont soit doublé, soit triplé, voire quintuplé pour une population dont le pouvoir d'achat était déjà très faible. Dans ces conditions, l'éducation des enfants est hypothéquée. 7. Atteinte au droit à la sécurité. La sécurité des personnes est vivement recommandée par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après la prise de Kisangani, l'insécurité s'est trouvée accrue. Voici un échantillon des faits qui l'attestent. 7.1. Vol à main armée par des militaires seuls ou en complicité avec des civils. 1. La journée du dimanche 23 août 98, casse du dépôt Caritas Garage, de l'archidiocèse de Kisangani par 4 militaires, 2 rwandophones et 2 congolais, accompagnés d'un civil qui leur servait d'indicateur. Ce dépôt est co-géré par Rotary Club, qui y stockait de l'aide humanitaire. 2. La nuit du 06 au 7/9 98, l'habitation du pilote Aviation Sans Frontières a été cambriolée par 3 éléments de l'ancienne DSP, des ex-phases, actuellement dans les rangs du RCD via les FAC. Ils ont emporté plusieurs biens de valeur qui ont été retrouvés à la cité, gardés dans le centre de santé Soweto, dans la commune de Mangobo. Un des inciviques a été mis aux arrêts. 3. 3 militaires se sont introduits dans la paroisse de Sainte-Marthe, rive gauche, la nuit du 9 au 10 septembre, vers 1h50 du matin, ils ont emporté de l'argent et des petits biens. 4. Chez BAGHMEK, compagnie angolaise d'aviation, des militaires rwandais ont emporté des biens de valeur et occupent présentement l'immeuble. 5. Chez BELECT, des marchandises ont été volées par effraction de la serrure du magasin. 6. Le site des sinistrés des inondations d'eau, nouveau lotissement de la rive droite dans la commune de Lachopo, a été visité la nuit du 11/9/98 par 2 civils armés qui ont emporté du matériel de construction. Le projet de construction de maisons sur ce site est géré par le groupe Justice et Libération, sur financement du gouvernement canadien, par l'entremise de l'ACDI et de l'Organisation catholique Développement et Paix du Canada. 7. Plusieurs commerçants et autres particuliers ont reçu des visites nocturnes de la part de personnes armées ou en uniforme. Argent et divers objets ont souvent été emportés. C'est le cas de la Maison des Pères de Cheute, du centre SIMAMA, etc. 8. Dans plusieurs organismes et compagnies tels que UNICEF, Médecins sans frontières, Procure des missions, Amex Bois, SORGERI, Banque centrale du Congo, Suner, FINA, OMS, etc., Charrois Automobile, carburant, lubrifiants, produits pharmaceutiques, mobilier et matériel de travail ont été emportés aussi bien par les militaires des FAC que ceux du RCD. 7.2. Accidenté d'armes à feu. 1. Un obus tombé le mercredi 5 août 98 dans une parcelle sur la 12e avenue dans la commune de Kabondo a fait 3 morts dans une même famille, à savoir le père, la mère et un enfant. 2. La famille Fabien BELEKI, lors du retrait de deuil de la regrettée Micheline, a été dispersée à la suite de coups de feu tirés sans sommation par des inconnus le mercredi de septembre 98 autour de 22h. L'incident s'est passé sur la 10e bis dans la commune de Kabondo. 3. Mr Gédéon Ngolay a été amputé de la jambe gauche à la suite de balles tirées par des inconnus lors du retrait de deuil à la résidence de Mr BELEKI, le mercredi de septembre 98. L'intéressé est actuellement interné à l'hôpital de référence,
où il a été amputé, dans la chambre 1 et il y occupe le lycée. 4. Mr. Benjamin Biamalingo, parent de Gédéon Ngolay, fut blessé au bras et à la jambe lors du même incident survenu lors du retrait de deuil. Lui aussi est interné à l'hôpital de référence dans la chambre 1 et occupe le lit A. 5. Mr. Love Asango, troisième victime de l'incident du mercredi de septembre 98, blessé à la colonne vertébrale, est interné à hôpital de référence dans la chambre 1 lit B. 6. Mr. Kiamakiakamb, ASU est victime des affrontements entre la population et les militaires le 26/8/98. Il en est sorti avec une fracture ouverte à la jambe droite suite à l'explosion d'une grenade. Il habite l'avenue Bukavu, numéro 4 dans la commune de Kisangani. Il est interné à l'hôpital de référence dans la chambre 2. 7. Mr. Akaililimasi, mécanicien de son état, résidant dans la 18e avenue, au quartier artisanal de la commune de Kabondo, est blessé à la jambe droite par l'explosion tardive d'une grenade qu'il a confondue avec un instrument de mécanique à côté de son atelier. 8. Mr. Paluku, habitant la 19e avenue au numéro 22 dans la commune de Kabondo, a été blessé à la jambe lors des affrontements entre la population et les militaires le 27/8/98. 9. Mr. Sharufa, habitant la 4e transe, numéro 149, dans la commune de Kabondo, a été blessé au dos dans la parcelle familiale par l'explosion d'un obus tiré lors des affrontements entre la population et les militaires le mercredi 26/8/98. Elle est actuellement internée dans la chambre 3 de l'hôpital de référence. Cette liste n'est pas exhaustive. 7.3. Déménagement individuel et collectif. Suite à la situation d'insécurité généralisée, mais beaucoup plus manifeste à certains endroits jugés stratégiques, autour des aéroports et des camps militaires, plusieurs personnes ont déménagé pour trouver refuge en forêt ou auprès de connaissances. Souvent ces déménagements se faisaient sous les crépitements des balles, et quelquefois de nuit. 1. Le quartier Guest House, en face de l'aéroport militaire, Simi-Simi, est vide de ses habitants qui sont essentiellement des professeurs et des cadres de l'université de Kisangani et des fonctionnaires de la RVA, Régie des voies aériennes. Les résidences désertées ont été régulièrement visitées par des hommes en uniforme et des bandits qui ont emporté plusieurs biens de valeur. Meubles, appareils électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, etc. Certains de ces biens se vendaient encore il y a peu aux alentours de l'aéroport. Ce déménagement collectif a commencé peu après l'entrée des insurgés, suite à la menace de bombardement de la part des forces gouvernementales. 2. Plusieurs habitants du quartier Bangboka et des environs, du kilomètre 10 au kilomètre 28 sur la route de Lubutu, ont trouvé refuge en forêt. Ce quartier a été le théâtre d'affrontements violents depuis le début du conflit. 3. Les quartiers État-Major et Port, Onatra, ont été désertés à la suite de tirs nourris à l'arme automatique, d'abord le 4 et le 5 août, ensuite le 22 et le 23 août. 4. Les habitants du quartier Régie des Eaux, avenue de l'Église et avenue Mab Sabiti, ont dû fuir leurs habitations par crainte d'éventuelles représailles de la part des soldats rwandais. C'est en fait dans ce quartier que résidait la famille CHIHASHA dont le père et le fils, arrêtés par les forces gouvernementales, sont portés disparus jusqu'à ce jour. 5. Tout le noviciat, novices et professes, de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille, à Simi-Simi, a déménagé vers le centre-ville depuis le 25 août. 6. Plusieurs cas de déménagement individuel ont été notés, notamment dans les milieux katangais où les gens, à tort ou à raison, ont eu peur pour leur vie. 8. Atteinte au droit de propriété. La jurisprudence considère comme criminel, même en temps de guerre, l'atteinte au droit de propriété tel qu'énoncé par l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Avant l'entrée des insurgés, et beaucoup plus après, la population de Kisangani a souffert de violations du droit à la propriété.
Les automobiles et les motocycles sont réquisitionnés à longueur de journée, et dans certains cas sous la menace d'armes. Les résidences privées sont habitées par des hommes en uniforme. Dans certains cas, un bon de réquisition a été signé en bonne et due forme mais malheureusement sans effet. Aucun respect des clauses de durée, de réparation des dommages, d'indemnisation des préjudices subis, etc. 8.1. Habitation anarchique des résidences privées. Résidence Langema, habitée respectivement par les forces gouvernementales et les forces rebelles. Résidence Mokonda, idem. Résidence Likulia, idem. Résidence Kikunda, idem. Résidence BCDC, idem. Building Langema, idem. Résidence CFU, chemin de fer des UE accent aigu LE accent aigu, habité par les insurgés. Résidence Mawano, idem. Résidence Jit Bralima, à côté de la résidence officielle du général, idem. Building Beltexco, idem. Ex-Villa Colonel Opango, AV. SGT. Ilunga, idem. Résidence du directeur de la SONAS, habitée par les forces gouvernementales. Résidence du directeur adjoint de la RVA, idem. 8.2. Occupation des hôtels sans paiement par les autorités politiques du RCD et les militaires. Il s'agit entre autres des hôtels Palm Beach, Masudin, Zongia, Makassé, Moseka, Congo Palace, etc. 8.3. Réquisition le samedi 8 août 1998, par le commandement militaire des forces gouvernementales, du Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines pour transporter des militaires ex-phase et des éléments Maï-Maï de Kisangani à Iziro. 8.4. Confiscation sans aucune décharge des phonies des particuliers par les services militaires et civils. Direction générale des migrations. Certains appareils ont été restitués moyennant paiement. Tel est le cas de l'Economa du Peuple, qui a payé $300 pour récupérer sa phonie. 8.5. Les forces gouvernementales se sont repliées sur l'axe Buta à bord de la voiture Land Rover 110, des prêtres montfortins, prises à leur couvent du plateau Boyoma sous la menace d'armes et de coups de feu, de 19h55 à 20h40, le samedi 22 août. 8.6. Le camion Mercedes 1924, camion-container, de la procure de Kisangani, gentiment réquisitionné le mardi 8 septembre par les forces insurgées est toujours en leur possession malgré la ferme promesse de le rendre après 2 jours. 4. APPRECIATIONS et recommandations. 1. Appréciation. 1 an après la guerre dite de libération, guerre de la FDL, la rez-de-chaussée doit faire face à une nouvelle guerre de libération, guerre du RCD. Une chose est sûre, la décision et l'initiative prise par le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, de chasser par les armes le président Laurent-Désiré Kabila, auront été la cause de morts innombrables, la cause de beaucoup de souffrances et de larmes, la cause de vies brisées, la cause de détérioration des conditions de vie d'une population congolaise vivant depuis 3 décennies en situation d'extrême précarité, la cause de traumatisme pour des personnes fragiles, enfants et personnes âgées, femmes enceintes et personnes malades, la cause de blessures physiques et morales et de destruction d'infrastructures vitales pour un peuple qui n'a que trop souffert. Cette guerre semble inopportune du fait que les populations congolaises reprenaient timidement courage pour reconstruire leur pays sur les ruines de 32 ans de dictature féroce et les cendres encore chaudes de la guerre dite de libération. Voilà pourquoi nous faisons les considérations suivantes. 1. La décision du RCD de prendre le pouvoir par les armes et le refus du gouvernement de Kinshasa de négocier ont dévoilé l'implication de 6 pays de l'Afrique centrale et australe dans un conflit qui devait être interne au peuple congolais. L'internationalisation rapide de ce conflit pourra mettre à nu les contours d'une guerre ethnicisée, entre Bantous d'une part et Nilotiques d'autre part, chaque camp ayant ses protagonistes et commanditaires occultes. Il pourrait aussi s'agir d'une guerre entre pro- et anti-américains. Et qui sait s'il n'est pas tout simplement question du leadership member au sein des communautés africaines. 2. Ce conflit présage que l'Afrique centrale va amorcer le virage qui a conduit dans le XXIe siècle dans un chaos qui, encore une fois, fait la fortune des pêcheurs traditionnels en eau trouble. Et l'Afrique, comme toujours, sera la grande perdante.
3. Si l'on peut admettre la légitimité et la pertinence de la contestation du RCD contre un pouvoir qui s'est manifestement éloigné de l'idéal démocratique, et si l'on peut à la rigueur concevoir l'usage de la force comme l'ultime recours quand toutes les voies de dialogue sont épuisées, la population congolaise s'interroge sur le prix, matériel, vies humaines, temps, etc., d'une guerre brusque et son parrainage par des forces étrangères. Les insurgés eux-mêmes s'étonnent que la population ne leur ait pas réservé le même accueil enthousiaste que celui dont avaient bénéficié les forces de l'AFDL en mars 1997. 4. Après l'imbroglio créé par la guerre et la mauvaise gouvernance de l'AFDL, la population croit aujourd'hui davantage à la vertu du dialogue même si cela doit prendre du temps. C'est pourquoi le groupe Justice et Libération renouvelle son adhésion aux acquis de la CNS, Conférence nationale souveraine. Par ailleurs, pour lui, aujourd'hui le RCD, comme hier la FDL, crée un antécédent fâcheux. Désormais, tous les mécontents prendront les armes pour conquérir le pouvoir au mépris de la marche du siècle, des aspirations du peuple, du timide processus démocratique enclenché par la CNS et des valeurs ancestrales respectueuses de la vie. 5. La population, tout en reconnaissant la pertinence de certains reproches faits par le RCD au pouvoir de Kinshasa, se réserve le droit de juger Mr Kabila au moment opportun, en l'occurrence à l'occasion des élections prévues en juin 1999. 6. Jusqu'à ce jour, le peuple congolais ignore les termes des accords conclus entre d'une part les membres de l'AFDL, et d'autre part entre l'AFDL et ses alliés pour chasser en 1997 la dictature de Mr Mobutu. Il n'en sait pas plus sur ceux du RCD. 7. Le gouvernement de la rez-de-chaussée n'a pas honoré ses engagements, vis-à-vis de la communauté internationale, de faciliter l'enquête sur les massacres présumés des réfugiés Hutus commis sur le territoire congolais. Au contraire, il a fait systématiquement obstruction à la recherche de la vérité en utilisant des subterfuges et d'autres moyens dilatoires, voire en dressant des populations contre les enquêteurs. Par voie de conséquence, toutes les déclarations reconnaissant aujourd'hui les massacres et les imputant à ses alliés d'hier peuvent être retenues contre lui. 8. Mr Laurent-Désiré Kabila, malgré la force de son discours démocratique d'inauguration et d'investiture, a trahi la confiance de son peuple, d'abord en décidant d'ignorer purement et simplement tout le travail, perfectible cela s'entend, abattu par la CNS, ensuite en gouvernant le pays de façon totalitaire. Comme sous Mobutu, le mensonge continue à trôner à la chaire de l'histoire nationale. En lieu et place de l'état de droit annoncé, c'est la dictature des maquisards et des rebelles, comme il aime appeler son AFDL, qui est venue. Dictature tout aussi absurde qu'inutile. 9. Comme Mobutu, Kabila refuse de traiter avec la rébellion et d'accepter celle-ci à la table des négociations. Cette attitude belliciste détermine l'option pour la lutte armée, avec tout ce que celle-ci implique comme tribut pour les paisibles citoyens et la reconstruction du pays. 10. Mr Laurent-Désiré Kabila, dont on vante aujourd'hui le nationalisme, a pourtant confié le ministère des Affaires étrangères et l'état-major général des forces armées, poste hautement stratégique, aux mains des personnes à qui il renie aujourd'hui la nationalité congolaise. Ces nominations avaient déjà fait l'objet de contestations. 11. Le gouvernement de la rez-de-chaussée a abandonné et humilié les soldats ex-phase. Il n'a pas fait diligence pour constituer une armée vraiment républicaine. Conséquence, aujourd'hui la rez-de-chaussée n'a pas une armée organisée, équipée et suffisamment motivée pour défendre la nation. Elle est maintenant obligée de recourir aux forces étrangères et de recruter à la va-vite des civils sans formation et des enfants de la rue sous prétexte que c'est une guerre populaire. 12. Les autorités congolaises n'ont pas respecté les instruments juridiques réglementant les relations entre les pays en guerre. Elles n'ont pas respecté les droits des ressortissants rwandais ni des Congolais qui leur étaient proches par le travail ou par la morphologie. Au contraire, elles ont développé un discours incitant à la haine. 13. Le groupe Justice et Libération ne comprend pas le silence de la communauté internationale après que des sources concordantes aient établi la présence des troupes rwando-ougandaises aux côtés des rebelles congolais. Le moins que l'on puisse dire c'est que cette seconde guerre de libération, tout comme la première,
et décidée et préparée avec la bénédiction de ceux qui, en 1996, avaient décidé de porter M. Kabila à la magistrature suprême. 2. Recommandations. La situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo est extrêmement complexe. Elle requiert un examen minutieux et des pistes de solutions durables. Quelle que soit la supériorité militaire d'une des parties sur le terrain, il faudrait éviter de traiter le problème avec légèreté. Le groupe Justice et Libération invite tous ceux qui ont un quelconque pouvoir au plan national et international à s'investir dans la recherche de solutions de fond à ce qui semble être un conflit passager ou sectoriel. Une solution négociée est incontournable et le dialogue primordial, comme dans toute palabre africaine. Aux autorités de la rez-de-chaussée, aux forces insurgées, à la population, aux alliés des belligérants, à la communauté internationale ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, nous recommandons 2.1 au gouvernement de la rez-de-chaussée. 1. De défendre l'intégrité du territoire national, sans pour autant aliéner la souveraineté du pays dans des accords avec ses alliés actuels. 2. De privilégier la résolution pacifique du conflit, ainsi que le dialogue en lieu et place de la logique de la confrontation armée. 3. De respecter et faire respecter les instruments juridiques internationaux relatifs à la période de guerre, notamment en matière de protection des civils, des étrangers et des prisonniers de guerre. 4. De faire l'économie des discours xénophobes ou porteurs de haine dans une Afrique meurtrie par des guerres fratricides. 5. D'indemniser toutes les victimes des appels à la haine ethnique. 6. De promouvoir une politique internationale qui défende les règles de bon voisinage et de coopération bilatérale, sans sacrifier l'intérêt national. 7. D'inscrire la question de la nationalité parmi les priorités à traiter sans complaisance, en vue de la réconciliation nationale. 8. De ne pas se réfugier derrière l'agression extérieure, afin de banaliser les revendications pertinentes des rebelles congolais. 9. De renoncer à la politique d'exclusion des forces vives de la nation, et en particulier à l'égard de l'opposition interne et non violente. 10. De constituer une armée républicaine, capable de défendre la nation. 11. De former, le plus rapidement possible, un gouvernement de transition représentatif de toutes les forces vives du pays. Ce gouvernement sera chargé de l'organisation des élections. 12. De commencer à revenir, dès l'arrêt des hostilités, au schéma tracé par la Conférence nationale souveraine. 2.2 aux forces insurgées. 1. De privilégier la politique du dialogue, pour résoudre le conflit qui les oppose au gouvernement de Kinshasa. 2. De clarifier les engagements pris avec des partenaires extérieurs, pour mener la guerre. 3. De présenter à la population un projet de société clair et distinct. 4. De réparer tous les dommages causés aux personnes et aux biens. 5. De faciliter l'approvisionnement des villes sous leur contrôle. 6. De respecter les instruments juridiques internationaux relatifs à la période de guerre. 7. De s'abstenir de représailles. 8. De rompre avec la stratégie de prise d'otages ou de boucliers humains, en habitant parmi les civils chaque fois que pèsent sur la ville des menaces de bombardement. 2.3 à la population congolaise. 1. De reprendre courage et confiance en l'avenir. 2. De restituer toutes les armes de guerre ramassées, volées ou distribuées anarchiquement. 3. De résister par des moyens non violents à toute personne qui veut conquérir ou conserver le pouvoir de façon non démocratique. 4. D'éviter de se faire justice en marge des instances judiciaires ou d'appliquer la vindicte populaire. 5. D'exercer un esprit critique aussi bien à l'égard de l'intoxication politicienne que de la radio-trottoir. 6. De ne pas imputer la responsabilité de la politique d'un pays à ses ressortissants, qui ont choisi la rez-de-chaussée comme terre d'accueil. 7. D'offrir aide et assistance saine à toute personne en danger, quelle que soit son origine, sa race, sa religion et ses opinions. 8. De combattre la culture de la mort qui est en train d'élire domicile chez nous,
contrairement au caractère sacré de la vie héritée de nos ancêtres. 2.4. Aux alliés des belligérants. 1. De retirer sans délai leurs troupes du territoire congolais. 2. De convaincre leurs alliés respectifs, gouvernement de Kinshasa d'une part et rebelles congolais d'autre part, à s'asseoir à la table des négociations et à s'abstenir de tout acte ou déclaration de nature à raviver la tension sur le terrain. 2.5. À la communauté internationale. 1. À l'Assemblée générale de l'ONU. 1.1. De rappeler sa résolution appelant les forces étrangères à se retirer du territoire congolais, et de réaffirmer le respect de l'intégrité territoriale de la rez-de-chaussée, et de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. 1.2. De s'impliquer activement dans les initiatives africaines, tendant à trouver une solution négociée à la guerre en rez-de-chaussée. 1.3. D'imposer un embargo de vente d'armes dans la région tant que la paix et la sécurité restent un leurre. 1.4. D'aider à l'instauration de la démocratie dans la région, en vue de garantir la stabilité et la paix, en soutenant des régimes et non des individus. 1.5. D'organiser une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. 1.6. D'assurer aux activistes des droits de l'homme aide et protection. 1.7. De fournir une aide humanitaire urgente aux populations congolaises, aide supervisée en collaboration étroite avec des ONG locales. 2. Au Conseil de sécurité des Nations Unies. 2.1. De faire déployer les forces d'interposition entre la rez-de-chaussée, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Soudan et instituer une commission d'observation de la paix dont feront partie les associations locales des droits de la personne. 2.2. D'examiner la plainte de la rez-de-chaussée sur l'agression de son territoire par les forces étrangères et condamner les agresseurs si cette plainte s'avère fondée. 2.6. Aux ONG étrangères de développement et de droits de l'homme. 1. De soutenir l'idée du groupe Justice et Libération, d'organiser au mois de décembre à Kisangani, à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un forum sur les droits de l'homme, la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. 2. D'assister les ONG congolaises des droits de l'homme dans leur travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.